Mes amis, vous retrouvez Thierry. Je sais que vous avez été nombreux à m'engueuler parce que ah Thierry, où est Thierry? Ah, vous travaillez plus avec Thierry. Je dois vous faire une confidence, c'est que Thierry c'est une diva, donc on ne sait jamais quand il arrive, on ne sait jamais quand il repart. Elle fait marrer d'ailleurs. Mais il est toujours là, voilà. Il va nous parler d'une actualité extrêmement fournie. Donc, vous savez que nous avons une actualité fournie puisque nous sommes sur cette fameuse liste Prenons-nous en main. J'en profite puisque nous n'avons pas parlé avec Thierry avant l'interview. Je vous fais les coulisses. Je déjeune maintenant chaque fois avec Thierry avant l'interview. Et pendant le déjeuner, je ne lui ai pas dit. Moi, j'aurais adoré qu'il soit sur notre liste. On s'est posé la question. Alors d'abord, on a monté la liste à la dernière minute. Et donc, on a fait avec les moyens du bord. Et deux, on s'est dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont être rebutés ou pas si on dit que Thierry est sur la liste? Alors, pour tout vous dire, on a eu très longtemps des débats internes et externes sur les alliances et les alliés potentiels. Des hommes politiques que je ne citerai pas, connus, m'ont dit « Ouais, mais moi j'aime bien Thierry Meyssan, il ne faut pas que ça braque certaines personnes. » On s'est posé la question, et puis je ne sais pas si Thierry serait... Est-ce que tu serais heureux comme candidat aux européennes, Thierry? Je l'ai déjà refusé plusieurs fois à des grands partis politiques qui avaient proposé... Ah, ça c'est gentil pour nous. À des grands, alors vous les petits nains. Qui avaient proposé de me mettre sur des places éligibles de leur liste. Mais nous avons plein de places éligibles, Thierry nous aura bien dit. Regardez ça comme il mâchonne. Donc vous voyez que Thierry peut avoir des passions, parce que souvent vous êtes fasciné par une forme de flegme chez Thierry. Mais en fait... moi je pense que Thierry, il faut qu'il forme nos candidats aux législatives. J'adorerais que Thierry soit candidat aux législatives chez nous. Sur les européennes, vous le savez mes amis, on a un sujet, c'est que nous sommes traqués par les pouvoirs publics sur est-ce qu'ils sont d'extrême trucs, d'extrême machin, d'extrême bidule. Et au fond, c'est un exercice sous les radars. Est-ce que tu m'en veux Thierry de ne pas t'avoir proposé d'être plus avant, puisque on avait évoqué l'idée en réalité il y a plusieurs semaines, et comme je sais que tu as une mémoire d'éléphant, tu n'as pas oublié, on n'en a pas rediscuté depuis, est-ce que tu m'en veux de ne pas t'avoir formellement proposé d'être candidat? Absolument pas. Pourquoi? Regardez cette espèce de clignement d'œil qu'il a quand il dit ça. Parce que j'ai le sentiment que cette élection ne va pas parler du vrai problème européen. Oui. Bon, on s'apprête à... J'expliquais une fois précédente. On s'apprête à désigner Mario Draghi à la tête de la Commission, bien qu'aujourd'hui on dise le contraire, qu'on met en place un décorum pour faire croire le contraire, mais au dernier moment on peut substituer et mettre Mario Draghi et annoncer qu'on va faire un État unique dans l'Union européenne. Et il y a deux personnalités qui s'opposaient vraiment à cet État unique. Bon, l'une c'est Viktor Orban, mais bon, il a des positions un peu particulières dans son pays. Et l'autre, c'est Robert Fico, qui a des positions très claires. C'est le seul... Donc, Premier ministre slovaque. Oui, c'est le seul membre du Conseil européen qui a dit clairement que, d'après lui, la Russie avait raison d'intervenir en Ukraine et qu'on devait l'en remercier parce qu'elle appliquait la résolution 2202 du Conseil de sécurité qu'on n'avait pas été capable d'appliquer. Voilà. Ça ne lui a pas valu que des amitiés. Ben oui, puisqu'on vient de lui tirer dessus et que voilà, et certainement il est éliminé de la vie politique, même si on n'a pas réussi à l'assassiner carrément. Pourquoi tu dis qu'il est éliminé? Ça ne va pas le renforcer, cette tentative d'assassinat? Il n'a plus la santé pour tenir le rôle qu'il avait jusqu'à présent. Voilà. Peut-être qu'il la retrouvera, mais pour le moment, il n'a pas la santé. Voilà, donc je pense que l'Union européenne, non seulement on crée
une apparence de démocratie, alors que ce n'est pas du tout une démocratie. Mais en plus, aujourd'hui, les gens qui tirent les ficelles dans l'Union européenne n'hésitent pas à assassiner, ou à tenter d'assassiner ceux qui leur font obstacle. Donc je pense que c'est ça le vrai problème dont il faut parler, mais je crois qu'on n'en parlera pas dans cette élection. Mais on va en parler dans cette émission. Qu'est-ce qui te permet de dire que l'assassinat de la tentative d'assassinat de Robert Fico, c'est comme ça qu'on prononce en slovaque, toi comme moi nous parlons couramment slovaque, on peut nous concéder, l'avouer devant cette... Qu'est-ce qui te permet de dire que la tentative d'assassinat sur Robert Fico est téléguidée par la caste, on va dire ça comme ça, par commodité, par paresse, on va dire la caste? Bien, alors forcément c'est quelque chose qui a été préparé à l'intérieur de son pays, mais je dis que les commanditaires sont à l'extérieur. Et lui-même, avant qu'on lui tire dessus, avait évoqué cette possibilité. Il l'avait évoqué dans le sens que c'était son opposition à l'évolution de l'Union européenne qu'il voyait. Alors, on peut lui avoir tiré dessus pour ça, ou on peut lui avoir tiré dessus pour son attachement au droit international, qui faisait qu'il soutenait la Russie en Ukraine, qui soutenait l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais ça n'en fait pas un pro-russe pour autant. Il faut bien comprendre la position de chacun. Alors, les gens qui s'opposaient à Fico sur un sujet ou sur l'autre, c'est un peu les mêmes en fait. C'est ceux qui souhaitent transformer l'Union européenne en un empire en fait. Voilà, c'est ça. Ce que par certains égards, l'Union est déjà. Alors, tu parlais des élections du Parlement européen. Il faut savoir que d'après les traités, il devrait y avoir des partis politiques européens. Et d'ailleurs, il y a des sommes énormes qui sont prévues pour les subventionner. Mais il n'y en a aucun aujourd'hui. Ça va faire 30 ans qu'on parle de créer des partis politiques européens. Il n'y en a aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens, il n'y a pas un peuple européen. Il n'y a pas un peuple européen, donc il n'y a pas de parti politique européen. Donc cette idée que le Parlement européen représenterait les citoyens de l'Union européenne, ça, ce sont des blagues, ça n'est pas la réalité, nous le voyons tous. Ça n'est pas la réalité. Et pourtant, on veut faire représenter ce peuple européen qui n'existe pas par un seul État, et on veut dissoudre tous les États membres. Donc ça, c'est une absurdité. Et en plus, dans la situation actuelle, la création de systèmes pyramidaux comme cet empire européen, c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, les seules structures qui fonctionnent, qui se développent, sont des structures horizontales, en réseau, pas des structures verticales comme on faisait au XIXe siècle. Ça ne fonctionne plus. Alors, tu as parlé de Robert Fico, on y reviendra, mais tout le monde évidemment a fait le parallèle entre la tentative d'assassinat sur Robert Fico et l'accident d'hélicoptère du président Raïssi, le président iranien. Est-ce que toi tu fais ce parallèle? Non, je constate qu'au même moment, voilà, il y a eu la tentative d'assassinat contre Robert Fico, la tentative d'élimination d'Ebrahim Raïssi et la tentative d'élimination de Recep Erdogan. Alors, parle-nous de Recep Erdogan, puisque ça nous a un peu échappé. Ah ben, ça a échappé à tout le monde ici, mais pas aux Turcs, hein, puisque en Turquie, on sait qu'il y a eu une tentative de coup d'État la semaine dernière. Il y a eu un très vaste coup de filet, l'arrestation de centaines de personnes, et
pour ce qu'on a compris, ces gens sont liés au réseau de Fethullah Gülen, il s'agit d'une secte musulmane qui avant était proche d'Erdogan, mais qui aujourd'hui travaille pour la CIA. On avait déjà mis en cause ce fameux réseau. Oui, lors de la première tentative de coup d'État en 2016. Alors, on a tous un peu oublié, c'est 2016 ou 2017, mais il y a eu une tentative on se souvient de ces avions autour d'Ankara qui bombardaient des casernes et de ce mouvement de l'armée turque qu'on a jugé d'ailleurs un peu mal organisé. Oui, non, c'est pas ça, c'est une partie de l'armée turque avait mission d'assassiner Erdogan dans un hôtel sur la côte, je ne sais plus où. Et finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et donc à ce moment-là, ils ont parlé de 10 000 personnes arrêtées après. Oui, alors à ce moment-là, ils ont improvisé un coup d'État. Alors, improviser un coup d'État, c'est prendre de très gros risques, ça n'a pas fonctionné. Et Erdogan s'est rétabli et il a emprisonné très largement les réseaux de Fethullah Gülen, qu'ils connaissaient très bien, puisqu'ils avaient été alliés. Alors, Fethullah Gülen qui vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis, il est protégé par la CIA. Son organisation est présente dans de très nombreux pays, notamment en Afrique et en Asie centrale. Et dans chaque pays où il est présent, ça sert de paravent pour la CIA. Donc il y a... Alors parle-nous de ce coup d'État, parce que je n'en avais pas entendu parler. Oui. Je le découvre dans la traduction. Oui, dis-nous en plus. Non mais le fait que ces 3 opérations aient lieu au même moment, bon, ça ne veut pas dire que c'est le même donneur d'ordre. Mais c'est quand même le ou les gens qui ont décidé ça voulaient bouleverser l'échiquier. Bon, Fico, c'est ouvrir la voie à l'État unique européen. La fameuse fédération dont on dit qu'elle devrait prendre forme après les élections européennes, contre laquelle notre liste Prenons-nous en main combat d'ailleurs. L'élimination d'Erdogan, en fait, c'est l'élimination à la fois de quelqu'un qui est dans l'OTAN mais qui ne joue plus le jeu de l'OTAN, et de quelqu'un qui prend la tête des pays musulmans contre Israël. Et l'élimination de Raïssi, Raïssi, c'était, par rapport à Israël, l'équivalent d'Erdogan chez les chiites et Erdogan chez les sunnites. Bon, mais Raïssi, lui, évidemment, n'est pas membre de l'OTAN. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça ? Je pense que c'est trop tôt pour donner une conclusion, mais le rapprochement déjà entre la tentative de renversement d'Erdogan et celle de Raïssi, ce rapprochement, le gouvernement iranien lui-même l'a fait immédiatement, puisque vous savez, quand l'hélicoptère de Raïssi ne répondait plus, le gouvernement iranien a immédiatement appelé au secours la Turquie. Alors, il y a une raison à ça. Et c'est un drone turc. Comment tu le sais ? Mais ça a été dit par les Iraniens qu'ils appelaient les Turcs au secours. Quand est-ce qu'on a su que les Iraniens pensaient que Raïssi était mort ? Ah ça, on ne l'a su qu'au moment où ils ont retrouvé l'hélicoptère. Est-ce qu'ils avaient des craintes auparavant ? Oui. Oui, ils avaient des craintes auparavant, mais ils n'étaient pas sûrs du tout. Il y a quelques questions qui sont pas élucidées sur le sujet et qui méritent d'être posées. Est-ce que, de ton point de vue, l'accident, entre guillemets, d'hélicoptère de Raïssi est un accident, ou est-ce que c'est un coup d'État, un acte terroriste, une opération ? Il y a beaucoup de choses illogiques dans cette affaire. D'abord, d'après les procédures de sécurité,
on ne met pas dans le même hélicoptère le président et son ministre des Affaires étrangères quand il y a plusieurs hélicoptères disponibles. Il y en avait 3. Donc, par principe, on protège le président plus que les autres et il doit être tout seul dans un hélicoptère. Comment tu expliques que ça n'a pas été le cas? Ah ben je ne l'explique pas, c'est une faute grave. Iranienne ou C'est une faute iranienne, mais voilà, c'est-à-dire, moi je suggère qu'il y a un traître à l'intérieur des services de sécurité iraniens, oui, oui. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait anormal. Bon, deuxièmement, apparemment, dans cet hélicoptère, il n'y avait pas de transpondeur. Bon, ça aussi, il faut expliquer, hein, parce que c'est une exception. Sauf que le président ne pouvait pas le savoir. C'est une affaire de pilote. Lui, il ne pouvait pas le savoir. Technique. Oui. Il n'y avait pas de transpondeur. Donc en fait, je pense qu'on les a fait monter là-dedans avec l'idée qu'on allait s'en débarrasser. Bon. Et que il y a eu des complicités au sol au sein de leur service de sécurité. Quelle peut être la motivation de certains services iraniens? Oui. On va rester vague parce qu'on ne peut pas savoir, oui. C'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais quel peut être l'intérêt de certains services iraniens à éliminer le président? On a beaucoup parlé du boucher dans la presse occidentale, maintenant on parle du boucher de Téhéran. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? D'abord, il y a, je l'ai expliqué le mois dernier quand on a fait cette émission sur l'Iran, il y a 3 semaines, il y a des tensions extrêmement fortes en Iran. Et mon expérience à moi, c'est que le président iranien n'est sûrement pas le seul maître chez lui. Sûrement pas. Moi, quand j'avais été invité par le président Ahmadinejad à Téhéran, arrivé à l'aéroport, on m'a dit que mon visa n'était pas valide et que je devais rembarquer et repartir. Alors moi, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, moi je rembarque pas, vous allez me loger là et on va venir me chercher. Et non monsieur, votre visa est pas valide. Bah, écoutez, c'est le président Ahmadinejad qui m'a invité et on va venir me chercher. Donc, est-ce que tu as rembarqué? Non, j'ai pas rembarqué. Et le lendemain, ils sont venus me chercher. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas déjà au palais présidentiel. Donc, le fait que la douane, dans un aéroport international comme ça, puisse se comporter de cette manière, c'est pour le moins étonnant. Voilà, mais les conflits qu'il y a à l'intérieur de ce pays sont considérables. J'en ai vu à de très nombreuses occasions. C'est pour ça qu'ici, quand on dit que c'est un régime monolithique, vraiment on ne comprend rien de ce pays. Donc, qu'il y ait des gens dans un service qui veuillent saboter le président Raïssi, je dirais que c'est le train-train quotidien là-bas. Enfin, saboter jusqu'à l'éliminer physiquement, c'est un sacré train-train quand même. Oui, mais je pense que ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tenter d'éliminer de très hautes personnalités, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. En Iran. Alors, bon, quand on dit que c'est le boucher de Téhéran, en fait, on ne parle pas de la période actuelle. On parle de la révolution islamique. À ce moment-là, Raïssi avait profité d'une fatwa de Khomeini contre les collaborateurs de l'Irak, qui avaient donc été responsables de cette guerre terrible. Bon. Il y avait une fatwa où il disait qu'il fallait pendre tous les collaborateurs. Bon, lui, il pensait en fait à une secte, les Moudjahidines du peuple, mais Raïssi l'a interprété à sa manière
il en a profité pour éliminer tous les dirigeants du Parti communiste. Donc il a fait pendre des milliers de gens en une semaine. Ce qui était très spectaculaire. Ah oui. On voyait dans les rues de Paris des mouvements anti-Khomeini afficher les photos d'hommes pendus en disant donnez de l'argent pour lutter contre Khomeini. Ça a été quand même un traumatisme pour les Iraniens. Oui, alors oui, il faut comprendre que Khomeini n'avait rien à voir avec ça. Khomeini, il avait fait une fatwa, et bon, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il a mis une semaine à réagir et à dire à arrêter ce massacre. Bon. Mais Khomeini est un homme assez orgueilleux, hein, donc il a eu du mal à se raviser de ce qu'il avait fait. Mais voilà. C'était Raisi qui était à la manœuvre. C'était Raisi qui était à la manœuvre. D'où son surnom de boucher de Téhéran. Voilà. Alors, Raisi, il était devenu président parce que c'était un ayatollah. Donc, les ayatollahs, c'est c'est un peu l'équivalent des cardinaux chez les catholiques, enfin par leur rang, mais ils n'ont pas la même fonction, mais par leur rang c'est comparable. Et cet homme-là est d'une fidélité absolue au guide de la Révolution. Donc, qui est la vraie autorité politique en Iran. Oui, mais qui doit partager avec le président. Donc là, il n'avait plus besoin de partager, puisque le président était au doigt à l'œil, lui obéissait. Voilà. Donc, Ali Khamenei a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour faire élire Raisi, ça a marché, et Raisi s'est montré très obéissant, mais voilà, il n'avait vraiment aucune initiative. En fait, c'était un personnage assez terne. Falot, comme on dit. Falot, oui. Mais Falot, mais avec une visée... c'est un homme extrêmement rigide et fanatique, en fait. Alors... Est-ce que tu l'as connu? Raisi, non, jamais. Non, non. Mais... Je pense pas que c'était le meilleur, ça c'est sûr. Bon, toujours est-il que son élimination ouvre la voie à une élection présidentielle. Mais on ne sait pas ce qui va sortir de cette élection présidentielle. Et en Iran, il y a quand même un trucage très fort dans la sélection des candidats. Ici en France, il faut les signatures de 500 maires. De 500 maires, mais sachant que ces maires ont besoin de l'approbation de leur parti politique, et que s'ils n'ont pas l'approbation de leur parti politique, on va leur taper sur les doigts, et que de toute manière, ils vont se mettre le préfet du département à dos s'ils ont donné leur signature à n'importe qui. Et donc, voilà, plus personne n'ose signer. C'est quelque chose qui restreint les candidats à la présidentielle, à la classe dirigeante. Il faut être issu de cette classe dirigeante et avoir des appuis dans cette classe dirigeante. Alors, on va dire qu'il y a toujours des partis politiques. Des vilains petits canards. Non, il y a toujours des partis politiques qu'on n'attend pas qui se présentent. Mais si on savait quelles sont les autorités qui ont dit allez signer pour celui-là, on aurait des surprises. Et quand on consulte les listes, parce qu'ils ne sont pas publics ces listes, mais quand on les consulte, eh bien on est surpris de voir souvent que tel candidat trotskiste a été soutenu par l'UPR. Non, le RPR. Le RPR. L'UPR n'a pas de maire, encore, mais Asselineau va faire un tabac aux élections. Le RPR, voilà, si vous voulez, c'est... En France, on aime fabriquer des petits candidats pour saper l'élection possible de vrais opposants. Alors, pour désigner les candidats qui sont autorisés,
il faut passer 2 barrages. Le premier, il faut être déclaré compatible avec l'islam. Et ça, ce sont 6 théologiens nommés par le guide suprême qui donnent le certificat. Alors, tous les gens... Selon des critères objectifs? Interpréter l'islam, ça peut se faire de très très nombreuses façons. Mais c'est un acte public, c'est publié, c'est... Oui. Mais on n'explique pas pourquoi vous n'êtes pas compatible avec l'islam. On dit qu'il n'est pas compatible, point final. Et il y a des très grandes personnalités dont on a dit qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'islam. C'est comme dire d'extrême droite en France. Vous êtes d'extrême droite. Donc vous n'êtes pas compatible. Oui, c'est ça. C'est du même ordre. On ne vous dit pas pour qui voter, on vous dit pour qui ne pas voter. Oui. Mais il faut savoir qu'au début de la Révolution, à l'époque de Khomeini, être fidèle à l'islam, ça voulait dire lutter contre l'impérialisme. Et moi, j'étais reçu en tant que chrétien fidèle à l'islam, là-bas. C'est-à-dire luttant contre l'impérialisme. Voilà. Tu ne fais pas ta pub en disant ça, parce que plein de gens vont dire... En fait, un chrétien fidèle à l'islam, c'est louche. Ah ben, ça, c'est ce qu'on pense, et on pense qu'il y a plusieurs dieux. Mais enfin, si on pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Donc, je pense que cette fidélité à l'islam, elle est vue sur un critère, en réalité, exclusivement d'atomes crochus avec le guide suprême. Je pense par exemple que là, elle sera refusée à Mahmoud Ahmadinejad. On ne saura pas pourquoi, mais je pense qu'il ne sera pas compatible avec l'islam. Alors qu'il a un parcours qui dit tout le contraire. Au-dessus de tout soupçon. Oui, qui dit tout le contraire. Alors, après, il faut passer un deuxième barrage. Donc, c'est les 6 théologiens plus 6 juristes qui, eux, sont nommés par le Parlement, je crois, par le Majlis. Et donc ça, cet ensemble, c'est le Conseil des gardiens de la Constitution. Et là, ils doivent dire si c'est compatible avec l'esprit de la Constitution. Alors là encore, l'esprit de la Constitution, il faut arriver à comprendre ce que ça veut dire. Hein. Qui ose se déclarer candidat à la présidence en Iran ? Alors, pour le moment, aujourd'hui, il doit y avoir 6 candidats qu'on attend. Donc, il y a l'ancien président Rouhani qui va essayer de remplir. Mais bon, il ne s'entend pas bien avec le guide de la Révolution. Il y a également l'ancien président Ahmadinejad qui va essayer de remplir, mais là, c'est clair, lui, il ne s'entend pas du tout avec le guide de la Révolution. Pour quelle raison ? Parce que pendant tout son mandat, il s'est heurté à l'ayatollah Khamenei. Il ne s'est pas heurté sur des questions théologiques du tout. Il s'est heurté sur le fait qu'il remettait en question certains des choix politiques d'Ali Khamenei. En fait, moi je pense que c'est lui qui avait raison. Quand il a été président, il a modernisé son pays comme personne ne l'a fait ni avant ni après. Et il l'a industrialisé alors que ce pays vivait uniquement des rentes pétrolières. Lui, il en a fait un pays industriel. Et il a fait un très gros travail en faveur des classes laborieuses. Il a construit des logements absolument partout dans le pays pour les classes laborieuses. Et il a fait vraiment un travail extraordinaire. Mais Ali Khamenei certainement ne voyait pas de manière aussi large le travail politique. Ali Khamenei a été capable de conserver
l'esprit de Khomeini en matière de politique étrangère, mais je crois qu'il n'a pas trop compris la politique intérieure. Toi, tu as une relation avec Ahmadinejad. Oui. Qui est de quelle nature? Aujourd'hui, j'ai plus de relation du tout, parce que en fait, à un moment, il était placé sous surveillance. Il n'était donc pas possible de lui téléphoner, il fallait le rencontrer, donc ça limite évidemment beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il est plus libre, mais voilà, j'ai plus de contact. Pourquoi as-tu eu une sympathie pour lui? Ou une connivence, ou une relation avec lui? D'abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment servi son pays, vraiment. Moi, j'étais très impressionné par son humilité. J'ai jamais vu ça chez personne. Enfin, chez des responsables politiques, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et je pense que ses analyses politiques étaient justes. Voilà. C'était quoi ces analyses politiques? Il faut que tu éclaires le public français, parce que pour les Français, tout Iranien peut remplacer l'autre. Ce sont des fanatiques obscurantistes qui coupent les têtes, qui mettent des voiles aux femmes. Bon, en politique extérieure, il a voulu reprendre le combat de Khomeini pour la révolution anti-impérialiste dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est-à-dire anti-américaine. Et anti-britannique. Et anti-israélienne. Donc ça, lui c'était un gardien de la révolution, il s'était battu pendant la guerre imposée par l'Irak. Et en fait, son travail était continué après par le général Qasseimani. Mais c'est lui qui a commencé sur cette voie. Alors, ça continue au plan international, mais tout ce qu'il a fait au plan intérieur a été brisé par Rouhani. Alors, pourquoi? Parce que Rouhani, lui, c'est le défenseur du bazar, en fait, des très grands commerçants iraniens qui veulent faire du commerce international et qui donc ne pouvaient pas accepter la mise à l'écart qu'impliquait la lutte contre l'impérialisme. Ils voulaient pouvoir commercer comme ils voulaient avec les États-Unis. C'était le libre-échange. Voilà. Bon, donc voilà, c'est des intérêts de classe différents. Alors, je parlais d'Ahmadinejad, mais il y a d'autres candidats. Il y a l'ancien président du Parlement et un autre ancien président du Parlement, Larijani, alors qui lui est un personnage qui... C'est très intéressant parce que ça c'est dans la tradition de Khomeini, il y a deux traditions en fait. Enfin, deux groupes qui se réclament du même homme. Parce que d'un côté, il y a Ahmadinejad qui se réclame de Khomeini pour la lutte anti-impérialiste, et de l'autre côté, il y a Larijani qui se réclame de Khomeini pour l'expansion du chiisme. Pas de l'islam, du chiisme. Donc ça, à la fin du mandat de Khomeini, les deux hommes s'engueulaient publiquement. C'est très très impressionnant. Et ça portait sur des détails, mais on voyait bien qu'ils étaient prêts à se tirer dessus. Parce qu'à l'Assemblée, je me souviens, il y avait Ahmadinejad qui avait organisé une grande exposition en faisant venir le sceau de l'empereur Xerxès qui était au British Museum. Il avait fait venir, et il y avait toute une exposition sur l'empire iranien de l'Antiquité. L'empire perse. L'empire perse. Et Larijani avait dit si vous aviez
retrouver des restes d'Ali et des compagnons du prophète. J'aurais compris que vous fassiez cette exposition, mais là, Xerxès. Voilà. Donc on voit que c'était deux visions différentes. Il y avait un nationaliste d'un côté et quelqu'un d'assez sectaire de l'autre. Un religieux. Un religieux, oui. Même si Laridjani n'est pas religieux, il n'est pas engagé religieusement, mais il soutient une politique religieuse. Et donc dans les 6 candidats on en a vu. Alors 4. Il y a aussi un responsable du Conseil de sécurité, qui lui est un type pas mal. C'est quoi pas mal dans la langue messanienne? Non, mais je veux dire quelqu'un qui a vraiment apporté des choses positives à son pays. Mais comment tu réagis face à cette histoire de police des mœurs en Iran Ah, mais ça c'est très caractéristique du groupe de Laridjani. Justement, à la fin du mandat d'Ahmadinejad, c'était un scandale, parce que dans un interview télévisé, il a dit que quand on venait d'arrêter des jeunes gens qui s'embrassaient dans une voiture. Donc un homme et une femme, oui. Pas 2 garçons. Un homme et une femme qui s'embrassaient dans une voiture. Ce qui est un scandale. Un scandale. Et donc, lui, il avait dit qu'il ne comprenait pas qu'il y ait une police pour s'occuper de ça, et que quand il avait été... Qui avait dit ça? Ahmadinejad. Et que quand elle avait été responsable d'une université à Téhéran, eh bien, il notait de la même manière les hommes s'ils avaient une barbe ou s'ils n'en avaient pas, et les filles si elles étaient voilées ou si elles n'avaient pas de voile. Donc ça avait été un scandale, parce que ça voulait dire qu'il y avait des filles pas voilées dans le... Est-ce qu'il y a des filles pas voilées dans les universités iraniennes? Aujourd'hui, non. Et à l'époque où toi tu y vivais? Je pense qu'il y en avait quelques-unes, oui. Ce qui était quand même un acte de courage. Ce qui était un acte de courage, mais il faut comprendre que c'est dans une autre culture. Parce que, oui, c'est un acte de courage de montrer qu'on n'était pas comme les autres. Mais il faut se rendre compte que les femmes qui s'habillent tout en noir, en fait, elles s'habillent comme les religieuses chrétiennes du début de l'islam. Toutes les femmes qui veulent être dans la haute fonction publique s'habillent comme ça. C'est comme le costume chez les énarques. Oui, non mais il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le costume chez les énarques est moins sexiste, entre guillemets. Il ne commande pas aux femmes de cacher leurs cheveux. Oui, mais il commande aux hommes de ne pas tailler la barbe. De ne pas tailler la barbe. En Iran. Oui. Et d'avoir, si vous avez une chemise, d'avoir tous les boutons de la chemise fermés. Oui, ça c'est terrible. Pour continuer, parce que beaucoup de Français ignorent ce qu'est l'Iran, on me dit que le port du voile obligatoire à l'extérieur autorise quand même beaucoup de liberté à l'intérieur. Ah oui, oui. Alors, explique-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'inverse de notre pensée ici. Ici, nous pensons que la religion, c'est à l'intérieur et que l'espace public, il ne doit pas y avoir d'affichage religieux. Ça doit être neutre pour qu'on puisse tous vivre ensemble alors qu'on a des religions différentes. Mais en Iran, on pense que la religion, c'est dans l'espace public et que quand on a fermé la porte, on fait ce qu'on veut. Et est-ce que les Iraniennes font vraiment ce qu'elles veulent à l'intérieur? Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ce qu'elles veulent. C'est un pays de partouzard, hein. C'est quand même... Ce sera répété et déformé. Soit dit entre nous, puisqu'on en parle librement, mais c'est aussi l'occasion
d'apporter aux Français qui, je le vois très souvent, c'est pas, je sais pas si c'est majorité ou pas, mais beaucoup de gens sont coupés de la vraie vie, ils n'en connaissent que ce que les médias subventionnés veulent bien leur dire. Ben, cela dit, les femmes iraniennes sont quand même de très belles femmes. Souvent, oui, oui. Et finalement, il y a une liberté morale. Alors, c'est un pays complexe, parce que j'ai connu des Iraniens et des Iraniennes, je le confesse. C'est à la fois complexe et en même temps très déroutant pour nous, puisque on me dit qu'effectivement, une fois qu'on passe la porte des appartements iraniens, on est très loin du port, du tchador. Oui. Et attends, je vais te taquiner parce que je vois que tu deviens mieux, mais il y a des partouzes en Iran? Je pense que c'est pas difficile d'en trouver. Alors donc, parenthèse fermée. Oui. Dans cet ensemble, quel est l'enjeu de l'élection à la présidence en Iran qui va avoir lieu dans 5 semaines, je crois, puisque... Le premier enjeu, ça va être de savoir si le prochain président iranien continue ou pas son rapprochement avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les négociations qui ont lieu principalement à Oman, mais aussi à New York, ces négociations sont très 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 avancées. Et le fait qu'elles soient si avancées, ça expliquerait que quelqu'un ait décidé d'éliminer Raïssi. Parce que Raïssi aurait été un obstacle au rapprochement avec les États-Unis? Non, Raïssi obéissait au guide de la Révolution et c'est lui qui a décidé de ce rapprochement. Parce que Raïssi favorisait le rapprochement avec les États-Unis, qu'il y aurait un parti, des factions, des groupes en Iran qui ne seraient pas favorables à un rapprochement avec les États-Unis. En Iran ou à Tel Aviv. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faction la plus opposée à ce rapprochement entre l'Iran et les États-Unis n'est pas en Iran, mais est en Israël. Est-ce que ça veut dire que je te tire le verre du nez, que je vais quand même me faire engueuler par des gens qui vont me dire vous ne le laissez pas parler, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu es en train de suggérer qu'au fond, Israël avait intérêt à éliminer un candidat à la présidence qui aurait pu favoriser un passage par la bande d'arrêt d'urgence pour donc accélérer pour un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis, concurrents du huis clos entre Israël et les États-Unis? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis ont immédiatement dit qu'ils n'étaient pas impliqués dans le crash de l'hélicoptère présidentiel. Alors, je vais continuer à te pousser parce que moi je me suis beaucoup amusé. Nous on a, je ne sais pour quelle raison, alors je ne sais plus quel jour c'était, lundi soir je crois, on a titré sur le fait que le président iranien était mort. Il y a une vraie offensive d'un youtubeur, influenceur français qui s'appelle Aldostérone, qui a dit sur tous les toits, je suis un spécialiste du vol d'hélicoptère, qui a dit c'est un accident, ça ne peut pas être un attentat. Et Aldostérone, proche de Philippot d'ailleurs, il a été invité dans les manifestations de Florian Philippot, et ça a eu une certaine influence, c'est-à-dire que nous on a eu beaucoup de commentaires disant comme le dit Aldostérone, c'est forcément un accident, ça ne peut pas être un attentat. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire qu'il y a des gens qui veulent absolument éteindre le feu, quoi, voilà. Éviter des représailles contre Israël. Non, mais d'abord, il n'y aura pas de représailles contre Israël. Si les Iraniens découvrent qui a organisé cette opération, ils ne vont pas le dire publiquement. Parce que s'ils le disaient publiquement, ça serait la guerre mondiale. C'est assez simple, ça. Mais ils prendront des mesures en fonction de ce qu'ils auront compris. Pas de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils auront compris. Ils ont déjà compris là, non?
il leur reste à vérifier les détails, comme savoir qui dans les services de sécurité présidentielle a joué cette carte. Mais évidemment qu'ils ont compris que c'était pas un accident, ça c'est sûr. Bon, j'expliquais tout à l'heure que s'ils ont fait venir les Turcs, c'est parce qu'ils pensent que les États-Unis ont cherché à renverser Erdogan. Donc leur première idée, c'était que les États-Unis avaient organisé ce sabotage. Et je pense que leur deuxième idée, ça va être que c'est peut-être Israël qui a organisé ce sabotage. Est-ce que c'est très différent? Eh bien, dans la période actuelle, oui, c'est très différent. Mais il y a 3 semaines, ça ne l'était pas. Donc on a dit que la Turquie avait envoyé un drone avec vision nocturne. Oui, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui Erdogan est en soutien de l'Iran, oui. À la confiance de l'Iran? Oui, 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 ça veut dire ça. Selon toi, c'est les USA ou Israël ou les deux? Non, je ne pense pas que les États-Unis aient décidé de saboter de cette manière les négociations qu'ils ont fait avancer de l'autre. Donc c'est possible, hein, mais ça me paraît vraiment tordu. Alors que dans la logique israélienne, surtout après tout ce qu'ils ont dit depuis le 13 avril, depuis que l'Iran a riposté au bombardement de ses locaux diplomatiques à Damas. Donc là, ils n'ont pas arrêté de dire que Haïti était l'ennemi public numéro 1 de la planète. Enfin bon, donc, et ils ont dit qu'ils passeraient à l'action sans demander l'autorisation de personne. Donc, ils peuvent très bien avoir fait le coup. Hein. Ça, c'est dans leur logique. On a dit que les images météo de la zone oui. où l'hélicoptère s'est écrasé avaient disparu pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette affirmation? Ça m'inspire qu'on ne veut pas pouvoir explorer ce que tout le monde a fait au début, mais quelles étaient les images météo? Il n'y en a pas, voilà. Bon, ça, c'est quand même étonnant. Oui. Avant d'aller plus loin sur les autres sujets, notamment sur Israël, qui a aussi une actualité importante, qu'est-ce que ça t'inspire que des influenceurs français qui se présentent comme indépendants, francs-tireurs, etc., on avait déjà eu le coup après l'affaire Wagner, le soupçon de tentative de coup d'État de Wagner en Russie, où on avait entendu Idriss Aberkan qui vient de déjeuner avec Éric Morillo, qu'on connaît pour ses positions, qui vient de dîner, qui a publié des photos de dîner avec Éric Morillo, connu pour ses positions proches de Berkov, position pro-sioniste. Aberkan avait dit c'est une mise en scène, il ne peut pas y avoir de coup d'État en Russie. Et là, Aldostérone, cette fois on n'a pas utilisé Aberkan, on a utilisé Aldostérone. Aldostérone nous dit mais non, mais c'est un accident, ça ne peut pas être un coup d'État ou une opération montée ou un acte terroriste ou voilà. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui sont payés par le Mossad en France? Mais déjà, il suffit d'entendre quelqu'un dire à des milliers de kilomètres de l'endroit où il y a eu l'accident, il n'a aucune possibilité de savoir quoi que ce soit. Mais c'est un expert qui n'ait été publié par les autorités iraniennes. Il ne connaît pas les autorités iraniennes, il connaît juste leur communiqué. Et là, il a terminé l'enquête, lui, alors que les Iraniens n'ont pas terminé. Donc, déjà, cet homme, il n'est pas sérieux. Ça, c'est la première chose. Bon, ensuite, est-ce qu'il y a des gens, des influenceurs qui sont rémunérés par des États étrangers? Évidemment. C'est pas très nouveau, ça. Alors, ça ne signifie pas qu'Aldostérone l'est, mais il a pris des positions extrêmement péremptoires sur un sujet sur lesquels il n'y avait pas d'enquête. Voilà. L'accident est à peine survenu que Internet se couvrait déjà de commentaires de plein de gens qui disaient ça ne peut pas être autre chose qu'un accident.
Oui. Bon, alors moi je dis que ça peut être un accident, mais que de toute manière, même si c'est un accident, il y avait un complot à l'intérieur du service de sécurité qui n'a pas respecté son propre protocole. Voilà. Donc, le fait de savoir s'il y a des gens qui sont rémunérés par des puissances étrangères, ça a toujours existé, ça. C'est pas nouveau. Alors qu'on rémunère aujourd'hui des influenceurs sur Internet comme au 19e siècle on rémunéré au 20e des journalistes, ben, ça prouve simplement que les médias évoluent. Hein. Alors, on rappelle que le Courrier des Stratèges tient chaque année à informer les lecteurs de ses comptes et de l'origine de ces comptes, puisque nous sommes attachés à l'indépendance et nous rappelons que nous ne vivons que de nos abonnements et que nous n'avons pas d'argent, nous ne sommes pas installés en Suisse, nous ne sommes pas société anonyme de droit suisse et nous n'avons pas trouvé 100 000 euros, 3 millions d'euros sous le sabot d'un cheval. Nous sommes totalement indépendants financièrement. Tu nous as encore suscité plein d'ennemis qui vont nous expliquer que nous sommes l'opposition contrôlée. Après tes propos sur le financement du Mossad, mais justement parlons de ce qui se passe. La CPI vient de demander, le procureur de la CPI vient de demander la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou et son ministre Gallant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que moi j'ai vu ce matin fleurir 48 heures après l'annonce des articles dans la presse française, tout à coup, qui a été muette, au fond, sidérée pendant deux jours. La presse française s'est mise à dire tout ça est une trahison, c'est scandaleux, la CPI est une forfaiture, un mensonge, une imposture. Pourquoi on a autant de mal à faire respecter le droit international vis-à-vis d'Israël? Alors, première remarque, à mon sens, la CPI est bien une imposture parce que ça ne correspond pas à ce qui avait été décidé lors du traité de Rome. La CPI, pendant très longtemps, a été un instrument exclusivement financé par les Européens pour lutter exclusivement contre leur opposition en Afrique. Alors, depuis quelques années, qu'un dictateur qui émergeait, par exemple en Côte d'Ivoire, était un criminel parce que ça nous arrangeait. C'est ça que tu me dis. Voilà. Puis on n'arrivait pas à le prouver et on était forcé de le relâcher. Mais moi, j'ai eu une expérience de la CPI quand j'étais en Libye. Lorsque l'OTAN a attaqué la Libye, il y a eu une résistance très forte pendant les premières heures, et là le procureur de la CPI est apparu à la télévision et il a dit nous avons arrêté Saïf el-Islam el-Kadhafi et mes hommes sont en train de l'amener pour être détenu à l'Haï. Hein? Et Saïf el-Islam, il était avec moi à ce moment-là. Comment t'expliques ça, ce décalage entre l'information et la réalité? En parlant de cette manière, il pensait servir les intérêts de l'OTAN, décourager le peuple libyen en disant il n'y a plus d'opposition possible puisque Saïf el-Islam est déjà en route vers l'Haï. Voilà. Mais un procureur qui ose mentir de cette manière, pour moi, je ne peux pas attacher de valeur à ce tribunal. Tu me tends la perche quand même, mais Kadhafi, il était vraiment fou? Ouais. Tu nous expliques que tu étais avec lui. Non, mais j'ai l'occasion de livrer un témoignage personnel. Non. Je pense pas qu'il était fou, non, pas du tout. Mais bon, je pense qu'il avait des moments où il faisait un peu n'importe quoi, mais non, il n'était pas fou. Non. Et c'était un homme vraiment très intelligent. C'était quoi la nature de ses relations avec les Occidentaux? Moi, je crois qu'à la fin, il était lassé. Et vraiment, il voulait
il voulait une retraite paisible et que cette attaque de l'OTAN, il a été pris par surprise. Hein. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Tu l'as connu à ce moment-là? Non, tu étais avec lui à ce moment-là? Oui, j'étais avec lui à ce moment-là, mais je l'ai connu bien avant. Mais est-ce que au moment où tu étais avec lui, au moment de l'attaque de l'OTAN, il savait qu'il y avait une décision de l'OTAN de l'éliminer? Ah oui, ça c'était très clair. Ça c'était très très clair. Est-ce que c'était lié au financement de la campagne de Sarkozy? Non, c'était non, c'était pas lié à ça. Non, c'était les États-Unis avaient décidé de détruire toute organisation politique, qu'elle soit amie ou ennemie, quelle qu'elle soit, au Grand Moyen-Orient. Voilà, ça, ils avaient décidé ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pouvoir exploiter les ressources naturelles de cette région sans avoir à verser un centime à qui que ce soit. Voilà. Et ils voulaient que ce soit un privilège de l'armée des États-Unis. Donc ils l'ont fait en Afghanistan, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Libye, ils ont voulu le faire en Syrie. Ce sont les Français et les Anglais qui étaient en première ligne. Oui, mais enfin, c'était en première ligne, mais c'est quand même les États-Unis qui ont fait le gros du travail. Hein. Alors, on va de façon inattendue parler de la Libye, mais on y repassera peut-être plus de temps. Aujourd'hui, il y a 3 factions en Libye, dont une est d'une façon ou d'une autre parrainée, encadrée par la Turquie, une autre par la CIA, et puis il y a le sud de la Libye qui est très éclaté, qui cherche sa voie, qui n'est pas clair. Comment tu expliques que, au fond, la Turquie ait repris la main sur la conduite des affaires libyennes? Alors, moi, je ne vois pas les 3 comme ça, hein, parce que moi, je vois surtout une première division entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, qui est une division géographique, mais une division historique aussi. C'était des États différents au départ. Qui date de l'Empire romain. Oui. Donc, je vois que la Tripolitaine a été organisée par l'OTAN autour de la confrérie des frères musulmans, qu'aujourd'hui la Cyrénaïque, qui est historiquement européenne, oui, mais qui au cours du siècle dernier a été gouvernée par une confrérie musulmane extrêmement rétrograde, les Sanoussi, et qui aujourd'hui arrive tant bien que mal à se sortir de cette influence islamiste, mais par contraste avec les frères musulmans qui ont pris Tripoli. Et donc ce groupe aujourd'hui est plutôt parrainé par l'Égypte et par les Émirats arabes unis. Voilà. Bon, alors la CIA essaie de s'installer partout, mais... Égypte et CIA, c'est quand même très proche. Ah oui, mais c'est différent sur ces sujets-là, c'est très très différent. Parce que la CIA soutient les frères musulmans partout, tandis que l'Égypte est l'ennemi des frères musulmans. Donc c'est dans ce cas-là, ça marche pas. Oui. Le maréchal Haftar, il a travaillé avec Mouammar Kadhafi pendant la guerre du Tchad contre la France. Et après, il a été récupéré par les États-Unis, s'est installé aux États-Unis à côté du siège de la CIA. Il avait acheté son propre palais là-bas, à l'anglais. Et il est revenu en Libye avec la bénédiction de la CIA, mais en fait, il a tout de suite voulu jouer son propre jeu. Il travaille pour lui-même, il ne travaille pas pour les États-Unis. Est-ce qu'il est soutenu par la Turquie? Non. Il n'est pas soutenu par la Turquie et il est soutenu par la Russie. Est-ce qu'il est soutenu par la France? Ah, la France essaye d'être bien avec tout le monde. Et le sud de la Libye, parce que je t'ai coupé dans le découpage de la Libye, mais on a retenu Tripolitaine, Cyrénaïque. Alors le Fezzan, c'est un désert. Le sud. Oui, c'est un désert. Il y a
très peu de gens qui vivent là. Stratégique. Oui, stratégique. Et pour le moment, c'est là qu'on organise les camps de formation des djihadistes du monde entier. Est-ce que la France essaye de... on improvise, puisqu'en fait, on n'avait pas du tout prévu de parler de la Syrie, de la Libye, pardon. Est-ce que la France essaye de mettre la main sur le sud de la Libye? Ah, je vois que Thierry se pose la question. Franchement, j'en sais rien, et de toute manière, ça me paraît impossible. Pourquoi? Parce que la France n'a pas d'empreinte à cet endroit-là. Mais le Tchad, les mines d'uranium du nord du Tchad. Oui, c'est pas pareil. Oui, mais ça a été la fameuse affaire des opérations dans les années 80, où au fond la Libye essayait d'envahir le Tchad pour mettre la main sur les mines d'uranium du nord du Tchad. Et il y a quand même un enjeu stratégique pour nous. Oui, pour nous, il y a un enjeu stratégique, oui. Mais bon, le Fezzan, c'est une autre histoire. Et la France n'a aucun appui là-bas. Là, je vais livrer quelques secrets, parce qu'on va m'en vouloir. Je vais trop parler. Mais vous savez qu'il y a des populations noires dans le Fezzan. C'est les Nubiens. Le désert de Nubie, c'est pas là? Non, c'est pas là. Bon, c'est pas loin, ouais. Dans l'affaire, il n'y a pas un conseiller à l'Élysée qui s'appelle Paul Solaire qui s'occupe de ces affaires du sud de la Libye? Je ne sais pas. J'ai encore trop parlé, je vais avoir des visites à la maison. Concrètement, donc, tu étais avec Kadhafi au moment où il a été renversé. Toi, ce que tu nous dis, c'est que la Grande-Bretagne et la France, qui ont quand même envoyé des avions pour bombarder Tripoli à cette époque, étaient des prétextes, des faux-nez d'un mouvement américain. Oui, absolument. Et alors, la France, à l'époque, a commis une erreur parce qu'elle a cru qu'elle avait une carte en main, parce qu'il y avait l'ancien chef du protocole de Kadhafi qui était venu en France, qui avait fait défection, les services... Qu'on a vu passer à la télé. Ah, je ne sais pas si on l'a vu passer à la télé ici. Qui expliquait qu'il avait des secrets. Oui, enfin bon. En fait, ce monsieur ne savait rien. Il ouvrait la porte, c'est tout ce qu'il faisait. Mais voilà, donc il savait qui rentrait, qui sortait du palais. Bon, okay. Mais il n'avait accès à aucun secret. On l'a beaucoup présenté comme l'homme de main de Kadhafi. Non, c'est pas vrai du tout. Et lui, il est possible qu'il ait raconté ça ici et qu'on l'ait cru, mais ça n'est pas vrai. Et la France avait monté une opération avec des chefs d'entreprise français et libyens juste avant l'opération de l'OTAN, en espérant jouer un grand rôle dans cette opération. Il y avait eu un traité qui avait été signé entre l'armée française et l'armée britannique pour préparer cette opération. Il faut savoir que d'après ce traité, les accords de Lancaster House, d'après ce traité signé par Nicolas Sarkozy et ça doit être David Cameron, les deux pays devaient mener une grande opération de simulation d'un pays arabe où il y aurait eu une révolution, et la date de la simulation, c'est la date exacte de l'opération militaire de l'OTAN. Mais est-ce que, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que l'opération était patronnée par la CIA? Oui, bien sûr, oui. Quel était l'intérêt de Sarkozy? Puisqu'en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, la théorie selon laquelle Sarkozy est allé tuer Kadhafi pour cacher son financement occulte par Kadhafi, tu nous dis c'est bullshit. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, pas du tout comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu penses que Sarkozy a été financé par Kadhafi? Ah, mais j'en suis sûr même. Oui. Pourquoi? Parce que on a plein de révélations aujourd'hui. Non, mais quand j'étais en Libye, j'avais été chargé de préparer l'Assemblée générale des Nations Unies, de préparer tout l'argumentaire que le représentant de la Libye aurait été
expliqué devant l'Assemblée générale. Et donc à ce moment-là, vu que la France était devenue un opposant à la Libye, alors que Kadhafi avait de très bons rapports avec Nicolas Sarkozy, ben j'avais dit on va voir ce qu'il en est de tout ça et montrer que Sarkozy n'a pas toujours été un ennemi de Kadhafi, parce qu'il disait ça a toujours été un dictateur, tout ça. Non, regardez. Et donc j'ai demandé qu'on réunisse les éléments sur le financement de sa campagne électorale dont tout le monde avait parlé, mais moi je n'en savais pas plus que les autres. Donc on a réuni toutes sortes d'éléments. Alors, pour ça il n'y avait rien par écrit, mais il y avait des cassettes audio où on entendait discuter de ces choses-là. On entendait qui est qui? Je ne vais pas vous le dire là comme ça. Ah, mais il va nous frustrer. Non, mais il n'y a pas de doute possible sur ce qui s'est passé. C'était la voix de Sarkozy? Non, c'était pas la voix de Sarkozy. Non. On a beaucoup dit que Claude Guéant était impliqué dans ces affaires. Non. Non. Claude Guéant n'était pas impliqué dans cette transaction-là. Et alors, j'ai amené sur d'autres éléments qui posaient des problèmes. Hein. Notamment, il y avait le cabinet de François Fillon, son chef de cabinet, différents membres de son, il veut pas répondre. Différents membres de son cabinet qui s'étaient fait payer des voyages pour toute leur famille sur une compagnie d'aviation. Bon, voilà, ce genre de choses, ça laisse des traces. Il fallait réunir tout ça. Voilà. Donc, j'ai réuni ça. Et après, quand il y a eu le procès contre Nicolas Sarkozy en France, j'ai écrit moi-même alors j'étais plus en Libye à ce moment-là, le régime s'était écroulé, j'étais en Syrie, j'ai écrit au magistrat qui était chargé de cette instruction pour lui dire ce que je savais. Alors, apparemment, il n'a pas ouvert cette lettre. Pourquoi? Ah ben je sais pas. Mais pourquoi tu penses qu'il ne l'a pas ouverte? En tout cas, il n'a jamais dit qu'il avait connaissance des éléments dont je l'ai informé. Qui étaient des éléments documentés. Je lui ai expliqué comment ça s'était passé et où il pouvait trouver les documents qui prouvent ce que je racontais. Tatam. Alors comment ça s'est passé, Thierry? Quoi, comment ça s'est passé? Les affaires Sarkozy-Kadhafi. Non mais... Je l'ai coincé. Non. Mais j'ai écrit là-dessus, donc c'est facile de voir ce que j'ai écrit. Je pense que c'est dans mon dernier livre, et ça doit être raconté en détail. Et l'histoire de l'avion présidentiel qui a été revendu sans passer par les comptes de la nation, tout ça, c'est quand même des choses... Comment ça s'explique? Demandez à Madame Elliott-Marie. Bon, je sens qu'on va faire une émission spéciale Libye. Non, mais vous savez, la vie politique, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, quand on est au pouvoir, on utilise souvent de l'argent public pour financer sa campagne politique et financer son parti politique. Mais alors ça, c'est comme ça que ça marchait au début de la Ve République. Mais on finance de la même manière les syndicats. Ils sont pas plus clean que les partis politiques. Ça marche pareil, tout ça. Mais avec le temps, les gens qui étaient chargés de trouver l'argent dans les comptes de la nation, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire. Ils ont eu la tendance de dire qu'ils pouvaient en garder pour eux aussi. Voilà. Et donc aujourd'hui, par un effet de diffusion, la corruption est devenue quelque chose de généralisé dans nos institutions. Oui, mais c'est une espèce de corruption soft ou aveugle, ou
pharisienne, c'est de la corruption, mais on se dit mais c'est juste un petit arrangement avec le ciel, et au fond, c'est pas tant que ça, quoi. Non? Il n'est pas d'accord. Non, je pense que c'est beaucoup d'argent. C'est combien? Non, mais c'est beaucoup d'argent, ça se compte par centaines de millions, c'est pas... Oui, mais combien de personnes touchent des centaines de millions? Ah non, ça je dis pas qu'il y a... C'est 2, 3, 4 personnes qui ont accès à ces sommes, mais au jour le jour, ceux qui bénéficient de ça sont peu nombreux. Oui, ils sont peu nombreux, oui. Mais ils bénéficient de beaucoup. Ah oui, oui. Bon, on va revenir, on va faire une émission Libye, je vous assure. Revenons à la CPI. Je ne sais pas si je serais si voluble, mais bon, allons-y. Vas-y, je suis sûr que tu vas... Je te mettrai un peu de rhum, ça va être... Dans l'affaire CPI, quand même ces mandats d'arrêt qui pourraient être délivrés, puisque il faut le redire, il y a une ambiguïté dans le public, les gens pensent qu'on a délivré un mandat d'arrêt contre Netanyahou et les leaders du Hamas. Beaucoup ont oublié qu'il y avait les leaders du Hamas, beaucoup ont retenu qu'il y avait Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, dans ces mandats d'arrêt qui pourraient être délivrés. Est-ce qu'il faut penser qu'il s'agit d'une évolution de la CPI ou pas? Et est-ce qu'au fond, c'est une manifestation du droit international? Donc, pour ça, il faudrait que la CPI soit un tribunal neutre. Donc, même s'il y a des progrès par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, même s'il y a des progrès, moi je doute que ce soit un tribunal neutre. Ça, c'est la première remarque. On redira que le tribunal la deuxième, a été construit par monsieur avec les... Non, justement pas. Alors, vas-y, dis-nous tout. D'abord, si vous allez à La Haye, vous avez 10 tribunaux les uns à côté des autres, vous ne comprenez pas de ce dont on parle. La CPI... CIJ et CPI. Oui, c'est les deux principaux, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bon. Donc, la CPI, c'est un tribunal qui juge des gens et qui les juge pour des crimes très graves commis dans l'exercice de leurs fonctions, en fait. Donc, qui n'est reconnu que par les États signataires. Mais de toute manière, tout tribunal ne peut être reconnu que par les États qui s'y sont engagés, pas par les autres. C'est le principe du droit international. Le droit international n'est pas un droit global. Donc, il y a ce tribunal-là. Donc, c'est pas un droit ouvert aux individus, c'est un droit réservé aux États qui signent les traités, qui reconnaissent les instances judiciaires. Alors, par contre, la Cour pénale, la Cour internationale de justice, la CIJ, c'est un tribunal interne aux Nations Unies. Donc, si vous adhérez aux Nations Unies, automatiquement vous adhérez à ce tribunal-là. Et lui, il juge que des conflits entre États. Il juge aucune personnalité. Donc, c'est deux conceptions de la justice très différentes. Et là, c'est CIJ, Cour internationale de justice, a été initialement financée par la fondation Carnegie aux États-Unis. Et c'est le produit d'une vision globaliste, mondialiste, multilatérale, propre à un certain fantasme américain. Et la CPI est-elle reconnue par les États-Unis? Non. Les États-Unis ont même voté une loi contre elle, disant que si la Cour pénale internationale menait des investigations contre des ressortissants des États-Unis ou de leurs alliés, donc ils se réservent beaucoup de droits, et bien l'armée des États-Unis avait le droit d'intervenir. Elle pouvait même envahir La Haye pour sortir des ressortissants états-uniens qui étaient enfermés par la CPI. On attend ça avec impatience. Non mais quand même, ils ont voté une loi en disant qu'ils ont le droit d'envahir les Pays-Bas. Quand même, c'est une hostilité très forte quand même. Voilà.
Donc la CPI pourrait délivrer un mandat d'arrêt, ne l'a pas délivré, oui. On insiste, pourrait délivrer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Oui. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'un tribunal politique a posé un acte politique supplémentaire. Qui n'est pas neutre. Donc, qui n'est pas neutre, qui vise à dire que Benjamin Netanyahou est un justiciable comme les autres. Bon. Alors ça, certains disent que c'est scandaleux. Moi je dis c'est pour le moins normal. Bon. Mais donc ils ont voulu équilibrer cette décision en demandant également l'inculpation de 3 responsables du Hamas. Alors, je ne vois pas en quoi ça équilibre quoi que ce soit, puisqu'on juge des individus. Donc le fait qu'ils aient besoin de dire que c'est un équilibre qu'ils créent de cette manière, ça montre bien que c'est une décision politique et pas judiciaire, mais ils ont des arguments judiciaires pour prendre cette décision politique. C'est pas pareil. Alors, les États-Unis ont réagi en disant que faudrait pas s'imaginer qu'ils peuvent faire n'importe quoi, et surtout pas, ils n'ont pas le droit d'inculper des dirigeants israéliens. Mais, dans la même déclaration, les États-Unis ont dit que ça n'empêche pas qu'ils soutiennent le même tribunal international quand ils poursuivent Vladimir Poutine. Puisque c'est bien le sujet, c'est-à-dire que le même tribunal Vladimir Poutine avait renoncé à participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud par crainte d'un mandat international. Je ne pense pas qu'il aurait été appliqué, je ne pense pas que ce soit la raison qui l'ait empêché d'y participer. Mais ça a été présenté comme ça. Oui, mais ça a été présenté, mais c'est faux, puisque le journal officiel sud-africain avait publié un décret du président de l'époque disant que l'immunité diplomatique s'appliquerait à tous les membres des délégations. Voilà, donc... Le fait générateur, la décision du CPI, est bien la même origine. C'est-à-dire qu'il y a bien un tribunal international, la Cour pénale internationale, qui à un moment donné délivre des mandats d'arrêt. Et les États signataires de l'accord du traité reconnaissant l'autorité de la CPI sont supposés obéir à ce mandat d'arrêt international. Oui, donc les donneurs d'ordre sont les mêmes. Et les donneurs d'ordre, c'est l'Union européenne en fait. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est l'Union européenne, puisque dans les inculpés, les personnes dont on demande l'inculpation, les 3 dirigeants palestiniens, il y en a un qui est officiellement membre des Frères musulmans. Donc jamais les Britanniques n'auraient laissé passer ça. En pratique, est-ce que ça signifie que Israël a subi une lourde défaite diplomatique avec cette annonce de décision, cette demande officielle de mandat d'arrêt international? Alors, d'un côté, oui, c'est une défaite de communication très très importante, parce que ça veut dire que Israël ne pourra plus utiliser l'argument de la Shoah et de l'antisémitisme quand on va discuter de ce que fait Israël. Et que le fait d'être un dirigeant juif ne vaudra plus absolution a priori. Voilà. Donc ça, c'est une défaite. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit une défaite, puisque d'un autre côté, ça va permettre à certains dirigeants israéliens de dire nous on n'est pas mis en examen parce que nous on n'est pas sur la même ligne que Netanyahou. Et le problème c'est que alors certes généralement ces dirigeants israéliens sont opposés au nettoyage ethnique de la Palestine. Ils n'auraient pas fait ce que Netanyahou a fait à Gaza, mais d'une manière générale ils sont favorables à une discrimination entre les Arabes et les Juifs. Donc si c'est pour
absoudre ce crime-là, c'est pas mieux. Sur le fond, pour en terminer cette longue interview que certains trouveront trop courte, est-ce que Israël a perdu la guerre à Gaza? Je pense qu'ils l'ont perdu depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est le général Brix, un vieux routier de Tsahal, l'a dit il y a déjà plusieurs semaines que aucun des objectifs que Netanyahou avait fixé pour son armée n'a été atteint et que partout dans le monde les foules se dressent contre ce massacre. Donc il faut en tirer les conclusions, la guerre est perdue et il faudrait immédiatement l'arrêter. Au lieu de ça, Netanyahou a retiré les troupes qu'il avait installées à Gaza. Bon, il n'y a plus ces troupes d'occupation, mais il a renvoyé quelques troupes, pas nombreuses, pour tuer des gens, alors moins qu'auparavant, mais en tuer encore. Donc, oui, Israël a perdu et n'a aucun espoir de vaincre dans cette opération. On se retrouve dans 15 jours, Thierry? Oui, oui, oui. Merci, à bientôt. À très bientôt.